Il y a beaucoup de projets dans ta municipalité de Rochebeaucourt, mais aujourd'hui, on l'appelle Rochebeaucourt la Morandière. Bien, je dirais, oui, on l'appelle la Morandière Rochebeaucourt. La Morandière est le premier nom. C'est le contraire. C'est la Morandière Rochebeaucourt. 1er janvier 2024, il y a eu une fusion. C'est un projet qui avait été regardé quelques années antérieures, même je vous dirais qu'en 97-98, ça avait été approché, ce regroupement-là. Et finalement, ça n'allait pas porter jour. Il y a eu une étude de regroupement et on a été à la population puis on a fait accepter ce projet-là de regroupement des deux municipalités. Raison? C'est-tu parce que c'était une raison plus économique? Une raison que tout était trop éloigné puis on voudrait avoir plus d'argent, mais dans un coffre? En fin de compte, c'est toutes ces réponses. Parce que on voulait avoir aussi... On avait commencé à faire des ententes intermunicipales parce que se trouver de la main-d'œuvre partout, faire l'entretien des chemins... tout payer nos centres communautaires, les conseils municipaux à dos. Et on avait commencé à avoir un peu de difficulté à recruter des gens comme conseillers, comme maires. Fait que c'était pas simple. Souvent, il y avait peu d'élections. C'était des gens qui étaient élus par acclamation. Fait que c'est là qu'est venue l'idée. Les anciens maires, Marc-Antoine Pelletier et Alain Lemay, eux, avaient pensé avec leur conseil municipal chacun de regrouper, parce qu'ils regardaient des ententes intermunicipales. On faisait le service des ordures en entente intermunicipale, on faisait l'entretien des chemins. Et c'est là qu'on a vu qu'après une étude de regroupement avec le MAPAC, on a vu qu'il y avait une belle opportunité pour nous autres de se regrouper avant de dire qu'on n'existera plus. Fait que le regroupement, ça a permis un éveil de la population. Fait que, puis ça nous fait une certaine économie monétaire, je veux pas. Il y a moins de conseillers à payer, il y a moins d'administratifs à payer. Donc, moins d'infrastructures aussi, on partage les infrastructures. Oui, c'est ça, mais on est souvent soit des contrats ou de la machinerie qu'on achetait. Là, on est rendu autonome dans tout notre entretien, donc qui a été positif là, à date, c'est très positif et une belle réception de la population. On est rendu à combien d'habitants en faisant cette fusion? Bon, on dit 336, on est à peu près 340, 350. 350, OK. 350 les deux municipalités ensemble. Moi, j'ai fait une liste. On va regrouper, en fait, en secteurs. Parce que, tu sais, c'est quand même grand, là. C'est peut-être 350 personnes qui habitent, mais c'est un territoire de combien de pieds carrés? Le pied carré, je ne sais pas, mais je peux vous dire qu'on a 110 km de chemin à entretenir. À entretenir! Fait que c'est grand en tant que superficie. La superficie en kilomètres carrés, je donnerais des chiffres qui n'auraient peut-être pas de sens, mais pour vous donner 110 km de chemin, c'est quand même plus loin qu'à Amos ou à Val-d'Or. Est-ce qu'ils sont tous habités, ces chemins-là? 90 de nos chemins ont des habitants, des citoyens qui y vivent dans tout l'ensemble des rangs des deux secteurs. Qui on retrouve? C'est quoi le secteur d'activité ici? Et c'est sûr qu'on est... faut pas se cacher que c'est plus des gens à la retraite. Pour vrai? Oui, beaucoup de gens. On a des gens qui vont au travail, mais je dirais que notre moyenne d'âge est tout près de 50 ans. Fait que, il y a beaucoup de retraités. C'est des gens qui, dans le passé, ont vécu ici et restent ici. Mais on voit un retour de plusieurs jeunes qui viennent et qui vont travailler à l'extérieur à Amos, surtout dans le monde minier puis le monde forestier. Fait que il y a des gens qui sont prêts à venir rester ici, avoir de la nature, de l'espace, puis aller travailler en ville ou dans des usines. Ils recherchent la nature, les grands espaces.
ils cultivent pas la terre? Peu. Peu? On a trois agriculteurs permanents ici, 3 ou 4, là, je ne voudrais pas me tromper, mais c'est en bas de 5, donc il y a quand même des bonnes entreprises bovines dans le secteur, mais il y a peu de gens qui font de la culture. D'ailleurs, nos terres sont un peu à l'abandon. Si vous avez vu le secteur, si on se promène dans le secteur, bien, il y a beaucoup de terres en friche, la friche énormément. Fait que ça, je vais vous parler un peu plus tard dans l'économie, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Projets qui s'en viennent pour votre municipalité. Oui. On va y aller étape par étape parce qu'il y en a beaucoup. On va commencer par le secteur Rochebeaucourt. Il y a beaucoup de ponts. En fait, il y a 3 ponts couverts. Ils sont encore existants, ces ponts-là? Oui, c'est les 3 ponts existants. Il y en a 2. C'est-à-dire les 3 sont fermés à la circulation dans le moment. Ah, d'accord. Fait qu'on a celui de l'Arche de Noé qui est dans le rang Beauchemin. Non, mais c'est-tu beau, ça? Bien, oui, c'est un beau rang. C'est le plus beau. C'est le plus beau. C'est sûr, c'est celui que je reste. Non, mais faire sa part, c'est quand même un bon. On l'a appelé l'Arche de Noé parce qu'il a déjà été obligé d'être attaché. Il avait parti avec la crue des eaux. Il s'est élevé puis il s'était déplacé de quelques 100 mètres. C'est ça qu'on l'a nommé l'Arche de Noé. Okay. Ensuite de ça, on a le pont de l'Ornière qui est sur la route 395 ou dans le rang 10 ouest du secteur Rochebeaucourt. Et on a le pont des Chutes qui est le plus gros pont de notre secteur. Lui, il fait pas mal plus longtemps qu'il est fermé à la circulation. Il est dans le secteur de rang des Chutes ou le rang 10, la Lancette qu'on appelle. Mais ça, ce sont des ponts aussi de visite. On peut aller les visiter, prendre des photos. Tu sais, des fois, on aime ça, prendre un pique-nique à côté. C'est ça. Ils font partie du circuit, justement, des ponts couverts d'Annécipi. Et ils font partie du patrimoine. D'ailleurs, on est à travailler un projet pour le pont couvert de l'Arche de Noé parce qu'on avait fait, à l'époque, en 2000, une voie de circulation temporaire. Et le pont couvert a été formé depuis 2012 et il y a un risque qu'un jour notre population soit entravée. Fait qu'on travaille dans le moment avec le ministère des Transports du Québec pour reconstruire ce pont-là pour le rendre accessible et sécuritaire pour la population. C'est en plein ça. OK. Il y a également, on peut faire, il y a un circuit pédestre, il y a un sentier. Oui, c'est ça, dans le secteur Rochebeaucourt, on a un sentier pédestre qu'on appelle le sentier des Rapides. Si mémoire est bonne, on parle d'à peu près 2,2 km. Et il longe la rivière La Flamme. Donc, ce qui est intéressant de ce sentier-là, c'est que on avait à l'époque, dans les années... dans les années 60, on avait dynamité la rivière pour que la crue des eaux arrête d'inonder l'ensemble des terres du secteur Rochebeaucourt pour permettre à l'agriculture. Donc, à cette époque-là, on avait fait dynamiter la rivière, fait que ça fait l'appel des Sentiers des Rapides, justement, à son extrémité, il y a une grosse chute au printemps, puis on a un gazebo là, pour permettre aux gens d'aller voir l'ampleur et la force de l'eau lors de la crue des eaux. Fait que ça fait un beau sentier à marcher. Et à l'entrée de ce sentier-là, bon, on a aménagé... Là, avec des œuvres, je pense. Oui, il y a des œuvres, justement, qui rapportent des œuvres de pont couvert qui est là. Bien oui, de l'artiste Jim Couture. Oui, qui réside justement à la Morandière, dans le secteur de la Morandière. Donc, on a utilisé ces œuvres pour faire valoir, autrement dit, le côté agrémenter le côté artistique tout en étant dans un circuit de pont couvert. C'est en plein ça, c'est ça. Fait que c'est intéressant. C'est original. Oui, ça permet d'originalité, puis ça nous permet de lier avec Amos Aricano pour cet ensemble là, de visites là, touristiques. Oui. Là, on est au centre communautaire.
Derrière moi, là, il y a une salle de spectacle que je vois. Oui, bien oui, on a, via certains fonds d'aide gouvernementale, on a créé, le centre communautaire du secteur Beauport a été créé pour le secteur des coteaux. Donc, on a créé une salle, une salle de spectacle, où on a un stage en bon québécois et qui permet de faire venir des artistes. On a eu un artiste l'automne dernier, Dan Bigra, qui est venu nous visiter, nous donner un bon show. Donc, ça permet à rassembler l'ensemble des gens dans le secteur, puis ça nous permet d'améliorer notre culture auprès des citoyens. Ben oui. Puis juste à côté du centre communautaire, on voit qu'il y a un parc d'amusement pour les enfants. Oui, bien c'est ça. Et, en fin de compte, un village, ça doit avoir une vie. Fait qu'on a implanté un beau parc. On a un parc où les enfants peuvent venir s'amuser et les aînés peuvent venir pique-niquer. Et il ne faut pas se cacher que ce parc-là, c'est lui qui sert à la fête de la Saint-Jean-Baptiste à chacune des années. C'est le secteur Beauport qui fait vivre la fête de la Saint-Jean pour tout le secteur des coteaux qui comprend Champ-Neuf et le territoire non organisé d'Espinacy. Donc, tous ces gens-là se rassemblent à la Saint-Jean-Baptiste dans ce parc-là, où on fait un feu de joie et des feux d'artifice, puis on invite la population à venir fêter la Saint-Jean ici, dans le secteur Beauport. Et il y a également Circuit Fontaine artistique qui sont créés aussi par Jim Couture. Oui, ça c'est une autre chose là, via autrement dit, avec Amos Aricano, la Maison du tourisme, qu'on a créé là, un circuit dans le secteur. Donc, on retrouve ici, dans le milieu du parc, une fontaine qui est représentative, qui fait partie du circuit touristique. Il y a aussi, bon, là, il y a un projet où c'est un projet qui a déjà été fait, Centre récréatif des Coteaux. C'est en 98, je pense que ça a été fait, ça. Il a été fait par des dons. C'est les dons de la population. Expliquez-moi ça un peu. En fin de compte, on avait à l'époque, c'est mon premier mandat que j'avais fait en 97-98, avant de quitter la région de l'Abitibi. J'avais été maire d'ici à Roche-Beauport. Il y avait juste Roche-Beauport à l'époque, on n'était pas regroupés. Et on avait des fonds disponibles, puis on avait dit, bien, c'est quoi que ça prendrait pour la population, qu'est-ce qu'il faut le mieux. Puis à cette époque-là, on avait encore des écoles dans le secteur, donc d'amener une patinoire couverte, c'était un projet qui était très... en tout cas, qu'on a réussi à vendre à la population, puis on a bâti... C'est sûr qu'on a mis de l'argent, on a mis à peu près 110 000 mais il y a eu du bénévolat incroyable. On a eu beaucoup de commandites et beaucoup de bénévoles. À l'époque, je me souviens, là, on était peut-être... j'ai vu des samedis où, quand on a bâti les abris patinoires, on était une 50aine à 60 personnes de bénévoles pour aménager. Fait que c'était un beau joyau, parce que pas avoir fait ça à cette époque-là, aujourd'hui, on ne pourrait pas se permettre d'avoir un bâtiment patinoire comme ça, on parlerait de millions. Ah oui. On le voit là, dans les médias qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle d'infrastructure, on abandonne plusieurs parce qu'on n'a plus les moyens. Donc, c'était une des premières réalisations pour le secteur pour Roche-Beauport à cette époque-là. Puis on en est fiers aujourd'hui parce qu'elle est encore très utilisée. Là, on va aller parler du secteur de l'Amorandière. Le bureau municipal, il a été voté pour qu'il reste à l'Amorandière. Comment ça s'est passé, ça? C'est que, bon, en fin de compte, on avait
La Morandière avait un beau bureau municipal. On avait un édifice de 2 étages et ça permettait de mettre l'ensemble du personnel administratif, la DG, les DG adjoints, l'agent de développement, l'inspecteur municipal, ainsi que j'ai même un bureau au nom du maire. Tandis qu'à Rochebourgcourt, bien, à Reflux-Gruger, dans notre centre communautaire, on avait un petit bureau qu'on a converti ici au journal La Voix. On passe notre ancien petit bureau, mais on ne pouvait pas se permettre d'avoir, tandis que la Morandière avait un vrai bureau municipal. Donc, ça a été de tout le monde. Il n'y a pas eu de, comme on dit, on ne s'est pas ostiné longtemps de savoir où on irait. On a mis, puis c'est sur la voie passante aussi pour tout le monde qui sort de Rochebourgcourt, qui vont faire leur magasinage, leurs emplettes à Amos, bien, c'est sur leur circuit. Fait que ils veulent payer des taxes, ils veulent venir voir, ils ont des besoins, bien, c'est sur la route, fait que c'est plus facilitant. Tandis qu'on aurait demandé à la Morandière de venir dans le secteur Rochebourgcourt juste pour venir. Tandis que là, bien, les gens peuvent jumeler leurs besoins à une visite de ville. Absolument. Mais en même temps, bien là, vous vous êtes acquis d'un casse-croûte mobile également, qu'on a vu, nous, quand on a passé. Alors, c'est quoi ce projet-là? Pourquoi, au juste? Bien, ce projet, il y en a plusieurs, mais ce projet-là, c'est qu'on est en train de... On avait des fonds, ce qu'on appelle les fonds RR4, Fonds ruralité régionale de vitalisation. Et on était à un secteur qui était dévitalisé ou qui reste presque plus de services. Et il nous est venu à l'idée d'avoir une cantine mobile. Et là, on a réussi à avoir un financement. Donc, on a investi une cinquantaine de mille de dollars là-dedans. Et ça nous a permis de s'acheter un casse-croûte mobile qui est situé au bureau municipal dans le moment, mais on le déplace pour des événements. Donc, à la Saint-Jean-Baptiste, on a pris notre casse-croûte mobile, on l'a amené à l'événement. Puis, à chaque fois qu'il y a un événement, c'est ce qu'on veut faire avec ce casse-croûte-là. Fait que ça amène un service alimentaire dans le secteur où il n'y avait plus rien, minimum de mémoire. Je pense que le dernier service, c'est 2018-2019. La mémoire est bonne, qu'il y avait un service d'alimentation. Ça a permis d'avoir... on l'a mis en concession et c'est une dame. J'imagine qu'il est ouvert seulement que l'été ou il est ouvert à l'année? Non, il va être ouvert à la période estivale, donc du 1er juin, là, un petit peu à la fin de la chasse. Donc, il est ouvert du mercredi au dimanche de 11h30 à 20h. On continue sur le circuit artistique. Il y a également une fontaine, je pense, à la Morandière. Il y a aussi le circuit patrimonial et spirituel avec son clocher. Oui, c'est ça. Fait que devant le bureau municipal, vous allez y retrouver la cantine qu'on vient d'aménager. Et on avait aussi une fontaine que l'artiste Jim Couture, ainsi qu'une cloche qui est représentative du circuit, pas patrimonial, mais patrimoine religieux. Donc, ça, c'est devant l'édifice municipal. Et c'est à proximité de la seule église qui reste du secteur, elle est située au centre du village, mais voisin du bureau municipal, parce que le bureau municipal, c'est l'ancien presbytère qu'on a converti en bureau municipal. Mais vous voyez, à chaque fois qu'il y a une opportunité, on la saisit, on la modernise, puis on fait quelque chose pour ne pas abandonner les bâtisses. Fait que ce qu'on essaie de faire, de garder une certaine vitalité, puis de garant l'avenir, garant du passé, fait que garder ce qu'on avait dans le patrimoine pour que ça reste les villages, que les gens s'y reconnaissent. Également un sentier pédestre dans le secteur de la Morandière? Oui, un petit peu au nord du secteur de la Morandière, on a un sentier pédestre qui est le sentier le Grand Brûlé. Le Rocher. Le sentier Le Rocher dans le parc du Grand Brûlé. Il est quand même très grand, 3,5 km. Oui, puis il va s'agrandir. On a une possibilité d'une dizaine de kilomètres. Mais dans le moment, ce qui est le fun du sentier Le Rocher, c'est que c'est un sentier qu'on peut faire de la raquette dedans et il nous permet...
l'été, d'aller voir un beau point d'observation. C'est le point le plus haut on voit même quasiment la ville de Sainte-Terre, mais on voit le dôme, oui? les anciennes antennes du radar à Sainte-Terre. OK. Donc, c'est notre point le plus élevé. Et on a, à l'entrée de ça, on a un chalet rustique qui avait été émis à l'époque, on l'appelait le camp 4H, qui était là pour les jeunes qui apprennent la culture, la vie de forêt et tout ça. Et donc, on faisait de l'enseignement à ce camp-là quand on avait une école à la Morandière. OK. Là, depuis qu'on a une école, on a converti le camp en un camp d'accueil. Ouais. Et là, bien, on a finalement un projet pour moderniser ce camp-là. On va garder sa saveur rustique. OK. Et on va l'équiper d'équipements au propane où on pourra faire de la location. Donc, les gens qui voudront vivre un week-end rustique, Ouais. donc ils auront de l'alimentation au propane, du chauffeur au propane, mais peu d'eau. Et ils vont vivre dans un camp en bois rond. Wow. Et ils vont se permettre d'être dans la nature, à proximité des sentiers. OK. Donc, permettre... fait qu'on veut rendre ce chalet-là. On est dans le projet, on est en soumission dans le moment pour ce projet-là. Là, c'est tout près de 100 000 qu'on va investir dans ce secteur-là. Parce qu'en plus du camp, on va mettre 2 gazebos. Un pour faire l'observation d'oiseaux et d'insectes dans la marécage l'été. OK. Et un qui sera au sommet pour, justement, avec les gens finiqués. Puis là, pourquoi on met des gazebos et moustiquaires? Bien, c'est parce qu'on est en Abitibi, puis il y a beaucoup de mouches. Fait qu'on veut que les gens, quand ils arrêtent s'approvisionner en repas ou en eau, bien, qu'il y ait au moins une petite absence de mouches. Oui, ça oui. être plus agréable. Oui, absolument, absolument. Surtout dans la savane, là, on n'a plus de mouches noires. Maintenant, on vient de couvrir l'ensemble des 2 municipalités, mais il y a un secteur qui est le lac Castagnier. Comment est-ce que il s'est imbriqué, lui? Comment ça fonctionne? Bien, en fin de compte, juste? c'est que dans le passé, le lac Castagnier était aussi une municipalité dans Ouais. le village. Et là, je ne pourrais pas vous dire, parce que même je suis natif du secteur, je n'ai Ouais. pas toutes ces dates-là. Mais le lac Castagnier, maintenant, est devenu annexé avec la Morandière. Il n'y a pas eu il un s'est référendum, c'est eu annexé. annexé les deux. OK. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous retrouvez la Morandière, LA, espace Morandière pour le lac du lac Castagnier. Oh! Fait que c'est une des raisons. Fait que eux étaient déjà annexés à la municipalité de la Morandière. Puis là, OK. je me dis, je ne suis pas historien, donc je n'ai Ouais. pas la date précise, mais Ouais. ça fait une bonne secousse. Quand même, avance en âge, puis ça fait une bonne secousse là, que le lac Castagnier fait partie de la Morandière. OK. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant de ce côté-là parce que je n'étais pas au courant que le lac signifiait le lac Castagnier, qui est un très beau lac où il y a un camping qui est là, qui est très demandé par, plusieurs personnes qui veulent aller passer des week-ends ou des semaines et tout ça. Il y a un projet qui va se passer ou qui se passe Oui, au lac. justement, c'est qu'on a quand même une bonne demande parce que le lac Castagnier est très bon pour la pêche au doré. Donc, on a beaucoup de pêcheurs qui vont là. Puis les gens qui veulent vivre dans la nature et qui ne veulent pas être près de la ville, bien, ils sont dans le chaud. Fait qu'on on appelle ça une halte routière, mais qu'on est en train de développer plus camping. Donc, notre projet, dans le moment, c'est d'améliorer nos infrastructures. Donc, on va améliorer l'infrastructure du camping, mais en même temps, on va installer un vrai bloc sanitaire, parce que dans le moment, on était avec des toilettes sèches. Donc, les gens qui amènent des roulottes, ils doivent ramener leurs déchets chez eux. Tandis que là, on va créer une station de vidange et un bloc sanitaire où il y aura des douches et des Est-ce qu'on toilettes. est en train de démolir l'école, là? Bien, pour faire place Pour à faire ça. puis là, on avait notre école qui est fermée depuis 30, 40 ans, ça fait longtemps. Fait qu'elle avait servi à plusieurs... si les gens qui se souviennent, le gala des musiciens au lac Castagnier, c'était très, très... comment je dirais... pas très demandé, mais... C'était populaire. Très, 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 très populaire, c'est Ouais. le mot que je cherchais, populaire. Et les gens qui organisaient ça, bien, ils ont vieilli, puis ils ont abandonné ce projet-là. Fait que l'école est très désuète. On a regardé si on pouvait faire d'autres choses, mais elle est trop contaminée. Fait qu'on va détruire notre école pour bâtir un bloc sanitaire.
qui va nous permettre d'améliorer justement l'environnement du secteur de Castagnier, d'encore attirer plus de gens pour le camping, parce que ça donne des services de plus, sûr qu'on aura une station dedans. Un autre 100 000 qu'on met là via le fonds FR4. Parce que c'est un camping qui a de l'électricité, je pense. Hein? Oui, on a l'électricité puis l'approvisionnement en eau, qui est non potable, mais l'eau. Et là, on va améliorer ça parce que dans le moment, ça a été mis central, tandis que là, on va faire ça plus moderne. Plus moderne, comme on dirait. On modernise à la Morandière Rochebeaucourt. On vitalise et on s'améliore. Oui, c'est ça, exact. Maintenant, on va aller justement plus dans le secteur des coteaux. Il y a différents projets. Donc, il y a un projet de culture de saule. Bien, oui, culture de saule, ça fait déjà longtemps. On a un organisme, un OBNL, qui fait la gestion de la forêt publique ici, qu'on appelle la cellule d'aménagement des coteaux. Et le but de la cellule d'aménagement des coteaux, c'est les terres publiques, ou pas nous, c'est nous qui s'occupent de la forêt. Donc, on coupe le bois, puis on en fait la revente, puis on refait de la plantation. Donc, c'est une roue qui tourne sur à long terme. Et à une certaine époque, je dirais là, une quinzaine d'années, il y avait, lorsqu'on a fermé l'usine à Champ-Neuf, il y a eu des expérimentations, puis on avait la plantation du saule. On avait commencé à faire des petites plantations de saule, voir ce qu'on pouvait avec ça. Il y a eu des dérivés là-dedans. Le début de ça, c'était de faire de la biomasse pour faire de l'énergie. Ah, OK. Et bon, ça n'a pas levé. Ça n'a pas fonctionné. Après ça, bien, là, on a essayé de faire des copeaux. Mais là, on avait une entreprise qui est dans la région de la Naudière qui s'appelle Rameau. Et eux, ils se sont spécialisés. Ils ont débuté quasiment en même temps que nous, mais à meilleure échelle et avec des spécialistes où que nous, on n'a jamais eu de spécialistes. Et dernièrement, bien, ça fait depuis, je dis dernièrement, 2 à 3 ans que Rameau sont venus voir nos plantations parce qu'ils voulaient s'installer dans le secteur de l'Abitibi. Puis là, ils ont pris connaissance de nos saules, donc ça leur a permis d'avoir de l'information qu'eux n'avaient pas. Et ils ont décidé de venir s'installer dans le secteur, ils ont installé à La Corne, mais nous, on avait tout le temps eu l'intention d'être Rameau, on voulait avoir un partenariat. Et on a fait un partenariat avec eux autres dans le moment. Ils sont venus expliquer à la population. Et on est déjà dans l'augmentation des plantations de saule. On va avoir près de 3, je dirais au moins près de 200 à 300 hectares cette année de plantés en saule. Et le but de ce saule-là, c'est de créer de la fibre pour remplacer certaines copeaux. On est un projet avec Rameau de ça, donc ça ferait de l'approvisionnement pour certaines industries dans le local qui pourraient utiliser cette copeaux de saule-là. Fait qu'on vise là, dans le moment à louer des terres, donc on veut enlever la friche, puis de rendre un secteur qui a de l'agriculture, même si des fois les gens disent des saules, c'est pas de l'agriculture, mais pour moi, quand les plantations de saules d'aujourd'hui, c'est pas les saules d'autrefois qui étaient ornementales. C'est des saules qu'on voit qui viennent à peu près à la hauteur d'un champ de blé, un petit peu plus haut, on les coupe aux 3-4 ans. Fait que ça fait une belle culture, ça fait que ça fait pas des champs abandonnés. C'est pas que ça va donner pour moi, un espace de vie qui va être au point de vue visuel meilleur pour le secteur. C'est ça le gros projet avec Rameau.